Sunday Night Production. Vous vous demandez si ça vaut le coup de se lancer dans Game of Thrones et ses 8 saisons ou au contraire vous l'avez vu et souhaitez en connaître les coulisses, les petites infos qui feront mouche pour votre prochain dîner entre amis, eh bien restez avec nous, on va tout vous dire et à la fin, durant le cliffhanger, vous connaîtrez notre verdict. Faut-il regarder Game of Thrones ? Bienvenue dans La Série sur le Gâteau, votre podcast entièrement consacré aux séries. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis là avec mon équipe de serial killers pour vous éclairer sur cet univers sans fin. Que vous soyez un grand fan de séries ou au contraire un amateur, que vous souhaitiez tout savoir sur leurs coulisses ou que vous n'ayez tout simplement pas le temps de tout regarder, eh bien ce podcast est fait pour vous. On va décortiquer les séries, les analyser, vous donner nos avis précis. Vous ressortirez de ce podcast en étant un véritable expert. Peut-être aussi expert que nos serial killers qui m'accompagne et que je vous présente tout de suite. La première serial killeuse est une productrice qui est un peu la Cersei Lannister du podcast. Elle est prête à tout faire exploser pour arriver à ses fins, c'est Elsa Morel. Je suis démoniaque et j'aime bien mon côté démoniaque. Et surtout, elle fait exploser son réveil. Mais est-ce que tu couches avec ton frère du coup ? Chut, faut pas le dire. Ah, oh là, il y a des secrets gênants là. Allons-y, on continue. Nous retrouvons une serial killeuse attachée de presse qui est quant à elle notre Arya Stark du podcast. Elle en a la taille, le tempérament et est prête à ajouter Elsa à la liste des personnes qu'elle va éliminer pour se venger. C'est Emma Salvarelli. J'ai été grave contente jusqu'à ce que tu parles de ma taille. Si vous aviez fait voir la tête d'Emma, ça fait... Je pensais que tu la comparais en taille à Tyrone, moi. À Tyrone. Lannister. Toi qui t'as demandé, en Non, fait. J'ai hâte non, d'entendre non. J'espère que tu le détruis. Hein. Arya, je trouve que ça lui va mieux, Mais c'est D'accord. le meilleur personnage. Mais je vais détruire tout de suite celui qu'on a entendu. C'est un serial killer producteur en télévision qui regarde calmement Emma et Elsa se battre et se contentera de chuchoter un Dracarys à l'oreille de son dragon pour accéder au trône de fer. C'est Florian Guillot. Dracarys. Mais c'est trop bien. Bah oui. Les dernières fois je l'ai eu, donc là j'ai été gentil. Et je suis particulièrement bonne aussi, tu vois. Je suis blonde. Pour ceux qui n'entendent que ma voix, dans la vraie vie, je suis un peu comme ça. Un peu comme Le ça. regard violet de Daenerys. Meilleure phrase du monde, Florian Guillot est bonne. Oui, je suis un peu bonne. Sacrément bonne sa mère. Bon, vous l'avez donc compris, aujourd'hui on va s'intéresser à la série Phénomène qui pendant quasiment 10 ans, un peu moins de 10 ans, a fait les belles heures notamment de HBO, même si c'est pas fini évidemment, HBO a encore du très lourd à nous proposer, mais c'est donc Game of Thrones. Mais aujourd'hui avant de faire ça plutôt, on va s'intéresser à l'actualité des séries à travers le monde. Vous savez que tout va très vite, alors annulation, casting, tournage, info exclusive, vous allez tout savoir grâce à Emma Salvarelli qui va nous présenter le journal des séries que l'on surnomme l'Unagi News. Unagi est une sorte d'état de totale conscience des choses. Merci Aurélien. On n'arrêtera pas d'en parler de sitôt. Squid Game continue de faire beaucoup de bruit. En effet, la série est devenue le nouveau symbole des manifestations en Corée du Sud. Ce jeudi 20 octobre, des milliers de Sud-Coréens portaient les costumes des personnages de la série et se sont réunis dans les rues des plus grandes villes du pays pour manifester contre le gouvernement en place et demander de meilleures conditions de travail pour les employés les plus précaires. Deuxième info du jour, on avait parlé de lui dans la série Le Serpent de Netflix. Tahar Rahim fait son retour cette fois-ci pour une série Apple TV avec un casting incroyable. Meryl Streep, Kit Harington et Gemma Chan. La série Extrapolation sur le réchauffement climatique sera aussi portée par Sienna Miller et David Schwimmer. Sans transition, Netflix va sortir une nouvelle série animée inspirée de League of Legends. Produite par Riot Games Entertainment, avec l'aide du studio français Fortiche, Arcane sortira en novembre sur la plateforme. Plus exactement, aujourd'hui même à 3h du matin sur Netflix, quelques heures seulement après la finale du mondial 2021 de League of Legends, la compétition e-sport la plus suivie au monde. Enfin, les fans de Star Wars seront ravis. Giancarlo Esposito, un des acteurs principaux de The Mandalorian, parle déjà des saisons 3 et 4. Interrogé par People Magazine, l'acteur révèle que, et je le cite, « La prochaine saison de The Mandalorian va être très intéressante car vous allez commencer à découvrir le pouvoir de l'enfant. Vous allez voir ce que signifie vraiment cet enfant. Vous commencerez également à découvrir les origines du sabre laser noir de Moff Gideon. Et comme cela s'est passé par rapport à l'histoire précédente de Star Wars, The Clone Wars et aux autres séries. » Eh ben, très intéressant toutes ces news. Est-ce que vous voulez réagir sur des infos, Elsa ? Squid Game, ça montre le pouvoir des séries dans le monde actuel et le fait que c'est devenu un phénomène mondial, en fait, de pouvoir porter ces manifestations en Corée du Sud. Et le rapport aussi entre les séries et la politique dont on va peut-être parler avec Game of Thrones au cours de cet épisode, Emma, oui. Mais ça fait en fait exactement le même mouvement que la Casa de Papel. On retrouve cette idée de population. On en parle avec The Handmaid's Tale aussi. Vraiment, les séries deviennent des symboles de manifestation de la part du public. Et je
trouve que c'est vraiment bien parce que c'est une manière comme une autre de se faire remarquer, de faire passer un message sans violence et fait de faire de l'activisme d'une manière originale. Florian, est-ce que ouais, moi je suis très fan de Giancarlo Esposito et je trouve que c'est Emma nous a expliqué que c'était un des personnages principaux de The Mandalorian. C'est aussi lui qui jouait Gus Fring dans Breaking Bad, un des meilleurs méchants de l'histoire de la télévision en série. Et je trouve qu'il y a une espèce de label Giancarlo Esposito, un peu comme je le disais précédemment pour Bryan Cranston, quand on le voit, que ce soit dans Breaking Bad d'ailleurs, la même série, ou dans la série où il a fait un juge, j'oublie le nom. The Honor. The Honor, Your Honor. Je trouve qu'il y a un label Giancarlo Esposito à chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est souvent de très grande qualité. Donc j'ai hâte de voir ça. The Boys, c'est lui aussi dedans? Non. Ah non. Il joue pas dans The Boys. Pas dans The Boys. C'est bien tenté, mais ce n'est pas ça. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec notre analyse et critique de Game of Thrones. Il est donc l'heure de passer. Et c'est Florian Guillot qui va ouvrir les hostilités en nous parlant des origines de la série. Alors pour revenir sur les origines, tout d'abord il faut savoir que l'annonce de la série a été faite en 2007, soit 4 ans avant le lancement effectif de la série puisqu'elle a commencé en 2011. À cette époque-là, pour les initiés des romans de George R.R. Martin, qui est donc l'auteur, on pensait que tous les romans allaient sortir très rapidement et on saura plus tard que ça n'allait pas être le cas. Avant de savoir qui va s'asseoir sur le fameux trône de fer, ce qui n'est pas forcément la place la plus enviable, je vous cache pas, ce que je vous propose, comme c'est quand même un peu un dos compliqué pour certains, c'est de vous faire un petit cours Game of Thrones. Le titre original de la saga littéraire, traduit en français, c'est « Une chanson de glace et de feu ». Donc si vous voyez passer ça dans un bouquin, sachez que c'est la même chose. Pour ce qui est du territoire où se déroule la majorité des actions, alors en fait c'est un double territoire. On a Westeros à l'ouest et Essos à l'est. D'après toutes les explications qui sont données par George R.R. Martin, Westeros, en gros, c'est vertical, et Essos, plutôt horizontal, et au milieu, il y a un détroit, il y a la mer. Donc Westeros, c'est le coin des îles de fer, de Dorne, de Winterfell, de Port-Réal, de Castrel Rock, les endroits un peu iconiques de la série où se sont déroulées de nombreuses batailles, où vivent les Stark, les Lannister, je vais revenir sur les familles tout de suite après. Et de l'autre côté, on a Essos, avec les cités libres, la baie du Dragon, Meereen, qui plus tard va devenir le territoire de Daenerys. Pour l'auteur, Westeros fait environ la surface de l'Amérique du Sud, avec environ 20 millions d'habitants, et Essos est environ 2 fois plus grand que Westeros. Évidemment, comme on se déplace à pied et à cheval, tout ça prend du temps. Alors, suivant les saisons, parce que en saison 7, on avance quand même nettement plus vite qu'en saison 1. Au début de l'aventure, il y a plus de 10 ans, on est parti avec 9 familles. Les Lannister, les Stark, les Baratheon, les Targaryens, les Tyrell, les Greyjoy, les Martell, les Tully et les Arryn. Autant vous dire qu'à la fin de la série, on n'aura plus grand monde pour jouer au jeu des 7 familles. Il y a une dernière famille, ou maison, dont je n'ai pas parlé, c'est HBO, et Aurélien en parlait au début. HBO, c'est la grande maison qui accueille Game of Thrones, et historiquement, HBO, c'est la chaîne qui ose. C'est la maison de la liberté narrative. Avant les plateformes, c'est la chaîne qui a révolutionné le monde de la série moderne, avec des séries très importantes comme Oz d'ailleurs, comme Les Sopranos, ou comme Sex and the City. Au niveau de l'équipe, on peut parler rapidement de Daniel Weiss, qu'on surnomme DB Weiss, et David Benioff, les showrunners, qui étaient des gens qui n'avaient rien fait avant de s'attaquer à ce projet surréaliste qu'est Game of Thrones. Amoureux de la littérature, ils s'étaient rencontrés pendant leurs études, et tous les scénarios qu'ils ont préparés ensemble sont tous tombés à l'eau. Il ne s'est malheureusement rien passé. La raison pour laquelle c'est eux, des incroyables losers, qui ont été choisis malgré tout, alors que tous les showrunners d'Hollywood essayaient d'obtenir les droits de ce projet, eh bien c'est parce qu'ils étaient les seuls à l'époque, en ayant lu simplement les premiers romans, à avoir compris qui était la mère de Jon Snow, ce qui a particulièrement impressionné George R.R. Martin. Il faisait partie aussi des rares qui avaient compris que cette œuvre ne pouvait pas être adaptée en film, mais avait besoin de temps, et méritait donc les honneurs d'une série. Les 2 showrunners étaient épaulés par seulement 3 scénaristes, dont 2 femmes, 19 réalisateurs, mais là, dont une seule femme, ce qui peut poser des questions sur la représentation de la femme dans la série. Et pour vous donner une idée du gigantisme, chaque réalisateur manageait une équipe de 900 personnes. Et je rappelle donc qu'ils étaient 19. Au niveau du cast, enfin, à part quelques stars anglaises comme Sean Bean, qu'on a pu retrouver dans Le Seigneur des Anneaux, ou Charles Dance, l'accent a été mis sur le fait de ne trouver que des acteurs inconnus. La majorité sont d'ailleurs britanniques, pour une série américaine c'est assez rare. Inconnus donc, car le but était de faire croire aux gens que cette histoire existe. Et le meilleur moyen est de prendre des acteurs qu'on ne connaît pas.
Alors qu'aujourd'hui, ce sont les visages les plus connus de la télévision. C'est un petit peu ce qui s'est passé aussi pour Harry Potter avec Daniel Radcliffe, Emma Watson, qui n'étaient pas connus et qui aujourd'hui sont des visages que tout le monde peut reconnaître. Dans les romans, ce sera assez suivi par la série. On a 3 grandes intrigues en parallèle que l'on peut répartir de manière un peu géographique. On a une intrigue de cour avec les manigances qui se passent à Port-Réal. On a une intrigue au niveau du mur avec une menace qui se trouve au-delà du mur. Et une dernière complètement ailleurs où l'on suit le retour de Daenerys. Dans ces intrigues, on va avoir une dimension politique très forte, mais aussi une dimension surnaturelle dans un monde où on croyait ça perdu. Par exemple, on est face à une société qui pense que les dragons n'existent plus ou n'ont même jamais existé, et finalement ça revient. Une société qui pense qu'il n'y a pas de menace au-delà du mur, et finalement si. Et je terminerai avec un proverbe de George R.R. Martin. Un lecteur vit 1 millier de vies avant de mourir. Celui qui ne lit pas n'en vit qu'une. Et bien, je pense qu'on peut dire pareil d'un téléspectateur de série ou d'un bon auditeur de podcast. Merci pour ces bons mots. Il est fort, il est très fort. Surtout quand ils écoutent la série sur le gâteau. Exactement. Un podcast qualitatif. Et justement, je vous rappelle que donc ce qu'on va faire, c'est partir du premier épisode de la saison 1 de Game of Thrones pour embrasser toute la série et vous donner des informations sur toute la série, tous les secrets et les coulisses de ces 8 saisons. Mais revenons à ce avec quoi la série a commencé, c'est-à-dire son premier épisode. Emma, est-ce que tu peux nous résumer ce qui se passe dans ce premier épisode de la saison 1 de Game of Thrones? Il se passe beaucoup trop de choses. Alors, excusez-moi, vous voulez que je résume un épisode où il se passe 40 milliards de choses? Synthétiquement, en plus. Synthétiquement, c'est une entrée en matière. On nous présente les personnages principaux de la série, donc Daenerys, la famille Stark, Ned Stark, le roi. C'est vraiment cette mise en place de l'univers et avec le roi qui vient rencontrer Ned Stark pour lui proposer de devenir son bras droit. Est-ce que ça résume sa main, exactement, c'est son bras droit, ça correspond tout à fait à ça. Parce qu'il l'a perdu en fait, son bras droit. Non. Oh là, la vanne, elle a tenté une vanne. La coupe au montage, c'est tout à l'heure S'il te plaît, Elsa, parce que Non, tu la laisses. Tu la laisses. C'est ça, quand c'est elle qui s'occupe du montage, elle peut couper toutes ses blagues nulles, c'est injuste. Non, Mais parce alors, que là, on a trop parlé, elle pourra pas revenons plutôt sur la série. Est-ce que toi, Florian, nous deux, nous avons vu les 8 saisons. Absolument. Et c'est ce qui va être intéressant dans cet épisode, c'est que Emma et Elsa, ce sont des petites nouvelles de Game of Thrones. Et on va voir. Et ça va être très intéressant parce que justement, la saison 1, on va voir qu'elle est pas forcément. On va voir que la saison 1 est assez différente finalement de ce que va devenir la série, peut-être. Et donc, on va avoir sûrement des avis très différents entre Florian et moi et Emma et Elsa. Et Florian, donc, est-ce que pour toi, ce premier épisode, en le revoyant, t'as trouvé qu'il était représentatif ou non, justement, de ce que va devenir la série au cours de ces 8 saisons? Pas du tout. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'on est sur un rythme très lent. Emma dit qu'il s'y passe beaucoup de choses. Moi, je trouve pas exactement. Alors après, c'est les premiers épisodes. Même toute la première saison, en fait, est très... elle présente beaucoup de choses. Elle pose les personnages, elle pose les relations qu'ils ont entre eux. Mais moi, je la trouve hyper barbante, cette première saison. En tout cas, les 9 premiers épisodes. Il commence vraiment à se passer des choses intéressantes à partir du dernier épisode de la saison 1, donc il faut absolument tenir sur cette saison 1 parce qu'après ça devient cool. Mais donc non, l'épisode 1 pour moi n'est pas du tout représentatif du ton. Quand on regarde ça, on pourrait se dire qu'on va avoir une série un peu à la The Crown. J'exagère de manière... exprès, j'exagère exprès le trait, alors qu'en fait ce sera pas du tout ça, ça va partir dans tous les sens, ça va être vraiment une série d'action médiévale et fantastique, donc non, ce premier épisode et toute la première saison, encore une fois, ne sont là que pour présenter les liens. Elsa? Alors moi je n'avais jamais vu Game of Thrones, tout simplement parce que la fantasy c'est pas mon délire, j'aime pas forcément ce genre de show, donc du coup je l'ai regardé pour l'épisode. Et du coup, moi, je trouve que en fait, ce premier épisode, il correspond assez bien à l'idée que je m'étais faite de la série par rapport au fait qu'il y a de la violence, il y a de l'inceste. Ça correspond un peu au cliché que j'avais entendu dans la série. Vraiment, tu retiens ça de la série? Non, mais quand on me parle de Game of Thrones, on me disait oui, tout le monde couche avec tout le monde, il y a de la violence et tout. Oui. L'inceste, c'est quand même... mais voilà. Mais du coup, moi, ça correspondait assez bien à l'idée que je m'étais faite de la série. Donc. Toi aussi, Emma? C'est pas le truc... tu dis, l'inceste, c'est pas la majeure partie, mais c'est le truc déclencheur quand même. Hein.
Ah oui, c'est ça de va, là où tout ça va part. déclencher beaucoup de choses, mais effectivement, mais c'est pas non plus un nœud central de la série. Moi, pour ce que disait Florian, effectivement, cette saison 1, elle est assez étonnante et problématique, parce que je suis d'accord qu'elle ne ressemble pas tout à fait à ce que va devenir la série, et ça commence effectivement plus tôt la série. Ce que devient la série, c'est plutôt à partir du dernier épisode, et d'ailleurs De la saison 1. de la saison 1, oui. Et d'ailleurs, petite anecdote, ma sœur m'avait dit de regarder cette série-là, et elle m'avait dit, mais tu verras, c'est chiant au début, mais ça commence à l'épisode 5. J'arrive à l'épisode 5, il ne se passe rien, et j'ai résisté jusqu'à l'épisode 9. Où enfin, je me suis dit, en fait, juste, elle s'est trompée entre c'est ça. le 5 et le 9, où effectivement, il se passe des choses. Elsa. Mais heureusement qu'il y a eu une hype du coup autour de cette série, parce qu'enfin, Ah ouais. à quelle série tu te dis, bon allez, je force, enfin... Bah, c'est vrai qu'en fait, ils prennent le temps de l'installation. C'est ça qui vous a embêté un peu dans cette série-là. Moi, juste un détail, c'est que l'installation, moi, je la ressens en revoyant l'épisode. J'ai ressenti chaque personnage se présente quasiment. Cersei, elle dit à Jaime, oui, tu es mon frère, machin. Lui, il dit, bah oui, tu es ma sœur, tu es la femme de machin. Et vraiment, il passe beaucoup de temps dans le premier épisode, en tout cas, à dire, oui, je suis machin. Tu te souviens que tout ça. Et vraiment, tu sens qu'ils ont besoin de ces séquences d'exposition, quoi, de montrer que les gens comprennent qui ils sont. Je sais pas si vous l'avez ressenti aussi. Si, complètement, mais ça m'a pas dérangé. Moi, ce premier épisode, je le trouve bien parce que justement, il y a cette notion de mise en place. On comprend qui sont les personnages, on comprend un peu toutes les problématiques qui se situent dans l'univers, et voilà. Mais je sais pas, moi, tu disais, tu vois, c'est une nouveauté pour moi. C'est pas tant une nouveauté pour moi. J'ai déjà regardé des petites brides de Game of Thrones. Et j'ai arrêté parce que j'en pouvais plus au bout d'un moment. C'est trop, il y a trop d'histoires, trop de retournements de situation. Trop, c'est trop. En fait. Alors là, ah oui, moi je suis choqué que tu dises ça, parce que j'ai l'impression que tu aimes beaucoup quand même. Il y a des séries que t'aimes bien, dont on a déjà parlé, où t'aimes bien, où il y a quand même beaucoup de retournements de situation en peu de temps. Pas sur 9 saisons. Ah, pas sûr, 8 saisons. 8, pardon, tu vois, c'est 8 saisons avec à chaque fois des épisodes d'1 heure. Mais je trouve pas, moi, qu'il y ait autant de retournements de Non, moi non situation plus. que ça, on est d'accord. Il y a C'est peut-être le souvenir que j'en ai gardé en tout cas, mais. Non, mais c'est surtout qu'il faut, si t'as vu des bribes et que t'as pris, si t'as vu un morceau d'un épisode dans la saison 3, puis dans la saison 5, puis dans la saison 7, c'est sûr que ça peut être un peu compliqué. Mais en le regardant de manière continue, c'est l'une des meilleures séries de tous les temps, quoi. Narrativement, dans la façon dont c'est adapté du bouquin et dans la façon dont sont racontés les cliffhangers, enfin, dans la façon dont c'est monté, c'est incroyable de génie, quoi. Moi, je m'étais arrêtée à la saison 2. J'ai vu les 2 premières saisons. Et ça m'a pas donné envie de continuer. C'était, Ah ouais, t'as pas accroché. Qu'est-ce qui fonctionne pas dans ce premier épisode? Bah effectivement, comme on en a parlé, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages et pour moi c'était des fois un peu difficile à suivre pour comprendre les enjeux. Ouais. C'est-à-dire quels sont les enjeux. En fait, finalement, tu ressors de ce premier épisode, à part à la fin où tu comprends qu'il y a des méchants, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que tu te dis bon, où est-ce que ça nous emmène? D'accord, il y a beaucoup de choses. Enfin, mais quand même là où c'est bien écrit, c'est que malgré le fait qu'il y ait beaucoup de personnages, beaucoup d'enjeux et pas trop d'enjeux, mais j'ai quand même compris l'intrigue de manière. Toi, Florian, qui a tout vu, qu'est-ce qui t'a surpris en revoyant ce premier épisode? Qu'est-ce qui m'a surpris en revoyant ce Parce que premier j'imagine épisode, que c'est tu que le l'avais pas rythme. vu depuis longtemps. Ouais, non, parce que la saison 1, j'essaye de ne pas la revoir, elle est trop relou. C'est le cauchemar. Mais c'est le rythme qui est tellement différent des 7 saisons suivantes. Le rythme est lent, on se pose, on discute, alors qu'après, c'est vraiment une scène, une action. Enfin, le rythme est très très différent. À part, moi je trouve qu'on retrouve ce rythme-là dans la saison 5. Un petit peu. 5-6, où c'est un peu au milieu. On sent que c'est 2 saisons où avant l'affrontement final qui arrive plutôt en saison 7 et 8. On sent que 5-6 c'est un peu le ventre mou de la série. Et puis là on retrouve du coup c'est un peu cette mollesse. Les personnages font des trucs mais qui sont pas forcément très utiles. Et là c'est différent parce que dans la saison 1 ils doivent présenter, donc c'est plutôt de l'exposition. 5-6 c'est juste un ventre mou. Mais la différence avec 5-6 pour moi, où je sais qu'il y a beaucoup de fans qui sont un peu déçus de ces saisons-là, c'est qu'on est quand même sur le chemin, quoi. Il se passe quand même des choses parce qu'on avance. Alors on avance peut-être un peu plus mollement. On a des choses avec les 100 visages de Arya qui, moi, par exemple, m'ont un peu saoulé. Je comprenais pas tout, c'était un peu fouillis. Mais on avance quand même, il se passe des choses. Alors que là, on est vraiment sur du blabla d'exposition d'une vie quotidienne. Donc ça c'est quelque chose, le côté quotidien, qu'on ne retrouvera plus après.
Ouais, je suis d'accord, mais justement tu parlais des sans visages et je propose qu'on continue un peu et que Elsa, je me tourne vers toi afin qu'à l'aide justement de ce culte des sans visages, tu t'infiltres dans les coulisses de la production de la série. Bon, comme je l'ai dit, je n'avais jamais regardé Game of Thrones avant, donc comment vous dire que j'ai subi quelques crises d'angoisse à l'idée de vous livrer les secrets de la production des 8 saisons de cette série mythique. Pas le site internet, je précise. Mais je vais vous faire de... Elle a tenté la vanne mythique, le site de rencontre, très bien, merci Elsa. Pardon. Les blagues, c'est vraiment pas fait pour toi. C'est pas ton truc. Tu nous apportes plein d'infos super, mais pas des blagues super. Mais je vais faire de mon mieux et commencer par le début et ce qui m'attire le plus, le flouze. Chaque épisode de la première saison a coûté environ 5 millions de dollars et au fur et à mesure de la série, ce chiffre s'est agrandi jusqu'à atteindre le nombre de 15 millions de dollars par épisode pour la 8e et dernière saison. Le budget total de Game of Thrones s'élève ainsi à plus de 600 millions de dollars, ce qui équivaut à l'achat de 182 millions de McFlurry. Oui, j'ai compté, je me suis amusée, j'avais que ça à faire. Bon, et maintenant, il s'agirait de savoir où est passé tout ce flouze. Tout d'abord dans les lieux de tournage. Dans les grands gagnants des pays pouvant s'asseoir sur le trône de fer, on retrouve l'Irlande du Nord qui possède 9 décors principaux. Au total, Game of Thrones s'est tourné sur pas moins de 10 pays différents et ce sont 68 143 chambres d'hôtel qui ont dû être louées dans le monde afin de loger les équipes de tournage. Et on se doute bien que ces équipes ne dormaient pas au Formule 1, bien sûr. C'est très bien le Formule 1, hein, j'avoue que tu parles. Pour assurer le tournage gigantesque de tous les épisodes, l'intégralité de l'équipe de Game of Thrones a été divisée en 2 groupes, chacun avec un nom de code particulier. Il y avait donc l'équipe Wolf et l'équipe Dragon. Chacune des 2 équipes tournait des épisodes en parallèle et suivait les directives des réalisateurs. Sur le papier, cela paraissait donc plutôt simple, mais c'était une organisation extrêmement précise qui était mise en place. Chaque personne avait donc un emploi du temps avec telle couleur pour tel jour de tournage avec telle personne. À la manière où l'on dirait qu'un aéroport est une ville dans une ville, la journaliste Charlotte Bloom a décrit Game of Thrones comme un HBO dans un HBO. Élément un peu cocasse qui rentre dans les dépenses de la production de Game of Thrones, ce sont les drones afin de lutter contre les fans qui étaient à l'affût du moindre tournage afin d'en savoir plus sur la suite de l'intrigue du show. C'était donc une bataille de drones contre drones qui opposait d'un côté les drones des fans qui essayaient de piquer la moindre image du tournage et d'un autre côté les drones des équipes de production qui faisaient tout pour détruire les drones de ces fans. On me dit dans l'oreillette qu'à cause de cette querelle, le show aurait pu s'appeler Game of Thrones. Non mais c'est pas possible, Elsa. Elle est pas mal, moi j'aime bien. Mais enfin, la série aurait pu tout aussi bien s'appeler Game of Death tant il y a eu de morts dans la série. Si la première saison a été petite joueuse en tuant 59 personnages, la saison 8 a explosé tous les records avec 3508 personnages tués. Game of Thrones n'est bien sûr pas réputé pour avoir des morts douces, et rien qu'en Irlande du Nord, donc là où il y a les décors principaux, la production a utilisé plus de 15 000 litres de sang. Mais un des personnages qui réussit à survivre au cours de ces 8 saisons est celui d'Arya, interprété par Maisie Williams. David Benioff explique que ce personnage a d'ailleurs été le plus dur à caster, pour la raison que c'est un personnage qui était extrêmement jeune au début de la série, et pour lequel les showrunners savaient qu'ils voulaient l'emmener dans des intrigues très sombres. Maisie Williams a donc été choisie parmi près de 300 jeunes actrices, et elle avait notamment 13 ans au début du tournage de la série. Bon, et je vous entends tous me crier à l'oreille là, Elsa, comment ont été faits les dragons ? Elsa, comment ils ont été faits les dragons ? Raconte-nous, Elsa. Eh bien, figurez-vous que Joe Bower, le directeur des effets visuels, s'est inspiré de crapauds et de lézards, mais aussi des expressions faciales des guerriers maoris quand ils tirent la langue et ont les yeux écarquillés. L'équipe des effets visuels a donc décidé à partir de la saison 2 de pousser les dents des dragons vers l'avant et leur ont fait des yeux exorbités. Le temps passe et je n'ai pas forcément le temps de tout vous dire des secrets de la production des Game of Thrones, alors laissez-moi terminer par quelques dépenses de flouze assez cocasses. 12 983 figurants ont été nécessaires pour tourner les 8 saisons de Game of Thrones. Il a fallu pas moins de 2 mois et 7 prototypes de perruques pour perfectionner le style capillaire de Daenerys. Et enfin, le département des costumes et accessoires a créé plus de 12 000 perruques. Et enfin, Peter Dinklage, qui est vegan, a fait en sorte que la production lui fasse de la fausse viande pour les repas, enfin les scènes de repas et de festins. Mais ce qui mange beaucoup, merci pour toutes ces infos. J'adore les jeux de mots d'Elsa. Moi, je veux ça à chaque fois, des petits jeux de mots comme ça, glisser Game of Thrones. Je suis fan. Florian, tu veux réagir ? Oui, Elsa parlait de tous les morts qu'il y avait dans la série. Ce qui est rigolo, c'est que au début, quand il y avait un personnage qui était mort, donc fin de tournage pour un acteur, il faisait un petit pot de fin. Et en fait, ce qu'il nous explique, c'est qu'à un moment donné, c'est devenu
relou. C'est Sophie Turner qui joue Sansa, qui le dit, qui explique qu'à la fin, c'était fatigant d'enchaîner les soirées de départ parce qu'il y en avait un petit peu trop. Au moment de la saison 3, ça a dû fuser en soirée, beaucoup de soirées. Très bien, ouais, bah c'est marrant comme anecdote. Est-ce que justement, vous trouvez, on a dit que c'est une série qui a des moyens qui sont gigantesques. Est-ce que vous trouvez qu'on ressent quand même est-ce que la série est à la hauteur de ses moyens? Oui, si je peux me permettre de commencer, oui, je pense que oui, dès le premier épisode. Cette série, en 2011, c'était un peu un renouveau pour les séries, puisqu'on a eu le développement de Netflix aussi, Game of Thrones qui s'est lancé. C'est une série qui a renouvelé la télévision dans le sens où on n'avait pas vu de telle mise en scène de décors, d'effets spéciaux, je pense, à la télévision. Enfin, moi, les seules références que j'avais en effets spéciaux, c'était la trilogie du samedi soir, donc pas forcément ouf. Mais du coup, non, pour moi, ça se voit direct à l'écran qu'il y a eu du budget. Emma, t'es d'accord? Je suis tout à fait d'accord. Le premier épisode, et sachant en plus que le budget augmente petit à petit avec le temps et en fil des épisodes, je trouve quand même qu'il y a un sacré budget qui est mis en place dès le premier et ça se ressent beaucoup dans la qualité de l'image, dans la qualité des costumes. Ouais, excusez-moi, mais à jamais je me dirais que c'est une perruque qu'elle porte. C'est tellement bien fait et c'est des détails comme ça. Tant que qui porte? L'actrice Emilia Clarke, je vais y arriver, porte une perruque, ça ne se voit absolument pas et c'est des détails comme ça qui changent tout à la série. Florian. Je sais pas si tu sais, mais toutes n'ont pas eu cet honneur d'avoir une perruque. L'actrice qui jouait Sansa, Sophie Turner, dont je parlais tout à l'heure, elle n'a pas eu le droit de se laver les cheveux, justement pour garder ses vrais cheveux et avoir ce côté-là. C'est qu'à partir de la saison 5, je crois qu'elle a eu droit d'avoir une perruque et qu'elle a pu enfin avoir le droit, même par contrat, de se laver les cheveux. Mais j'étais d'accord avec aussi, évidemment, on voit le budget, moins dans la saison 1 que par la suite, notamment quand il y a beaucoup les dragons. Pour les fans de la série, par exemple, il y a une scène qui est mythique, qui est la bataille des bâtards. Elle a nécessité 55 nuits de tournage et 750 personnes de figurants pour être tournées. En revanche, il y a des petits artifices parfois où on se dit qu'ils peuvent manquer de budget. C'est la costumière Michelle Clapton qui le dit. Elle a révélé que certains des manteaux de fourrure portés par certains acteurs comme Jon Snow par exemple, en fait ce sont des tapis Ikea. Ouais. Donc là, c'est très fort. Et ça a explosé la vente des tapis Ikea. D'ailleurs de savoir ça, avec les grands poils longs marrons. Donc le budget parfois ça se voit moins. Pour que les gens voient un peu, 55 nuits de tournage, ça équivaut quasiment au tournage d'un long métrage qui souvent c'est des tournages de 2 mois environ, donc c'est à peu près ça pour une séquence qui est aussi une séquence quand même assez folle de la série. Il y en a une autre dans la dernière saison qui aussi a pu marquer les gens en bien ou en mal. Elle s'appelle comment? C'est la nuit des marchands blancs. Je sais plus, c'est comme ça. La longue nuit. La longue nuit, je crois que c'est ça. C'est cet épisode où tout le monde dit qu'on voit rien? Oui, c'est exactement celui-là. Moi, je me souviens, je l'ai vu. Du coup, fallait regarder vite pour pas se faire spoiler. Je regardais le matin avant d'aller travailler et je devais mettre à fond parce que je voyais rien du tout. C'est vrai que c'est un épisode où il fait tout noir. Non, pour moi, les filles, si vous continuez, il faut absolument que vous alliez au moins jusqu'à l'épisode 9 de la saison 3. Si on parle donc il y a la bataille des bâtards qui est incroyable, mais s'il y a vraiment, moi, mon épisode préféré, c'est celui-là, qui s'appelle Les Noces pourpres, je crois. Il faut absolument que vous le voyez. Mais je trouve dans les saisons aussi qui fonctionnent très bien, la saison 4 et commence aussi très bien. Il y a une séquence avec Cersei et le feu grégeois, ça s'appelle comme ça, qui est avec une musique. Parlons de la musique aussi, ça fait partie de la production, de la direction artistique. La musique est magnifique et cette séquence-là qui s'appelle la musique, je crois qu'elle s'appelle Light of the Seven, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est possible. Et du coup, c'est le compositeur qui est le compositeur de toute la série, c'est Ramin Djawadi, qui est un compositeur incroyable, et je pense que c'est ça aussi qui fait le succès de cette série-là, c'est sa bande originale qui a des musiques quand même qui sont devenues cultes. Je sais pas si... pour avoir vu du coup l'épisode 1, le générique met tout de suite dans l'ambiance, et en plus il y a une création visuelle avec le générique, j'ai trouvé ça super. Qui évolue au cours des 8 saisons d'ailleurs. On sous-estime la puissance d'un générique, mais là, pour le coup, je suis d'accord, c'est le générique. Je pense que ça aurait été un autre générique, ça aurait pas eu le même effet et ça serait pas pareil. Et il faut savoir, notamment dans la dernière saison, qu'il y a des indices par rapport à ce qui va se passer dans la saison qui ont été glissés dans le générique. Après, il faut savoir les repérer, et c'est assez compliqué, mais par exemple, dans la dernière saison, on voit la construction d'arbalètes qui servent à tirer sur les dragons, etc., etc. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui sont disséminées dans le générique, mais c'est effectivement une masterpiece dans le genre pour la série.
C'est une série, on l'a dit, et qui a marqué un peu l'univers des séries. Et justement, Emma, je me tourne vers toi afin qu'avec ton armée de marcheurs blancs, tu te diriges vers le mur derrière lequel se cachent les secrets autour du phénomène qu'a été Game of Thrones dans l'univers des séries. Il est l'heure du focus d'Emma. Avant de commencer ma partie, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à Game of Thrones qui a fêté cette année, le 17 avril, son anniversaire. C'était le premier épisode qui était sorti en 2011. Donc il y a 10 ans. Il y a 10 ans pile. Enfin 10 ans et quelques mois du coup maintenant. Mais voilà. Aujourd'hui, tout le monde connaît Game of Thrones. Et dites-vous que le premier chapitre de l'ultime saison a battu des records en ayant été téléchargé plus de 55 millions de fois. Illégalement, d'ailleurs c'est mal, on ne télécharge pas les épisodes, mais quand même c'est impressionnant, il a battu des records. On peut le dire, Game of Thrones a marqué l'histoire des séries. Mais vous me demanderez, comment ont-ils fait ? Comment ont-ils fait, Emma ? Eh bien je suis là pour répondre aux questions. Alors qu'au XXIe siècle, le nombre de nouvelles séries ne fait qu'accroître, Game of Thrones a su se démarquer et surtout continuer de marquer les esprits 10 ans après la sortie du premier épisode. Son univers fantastique, son récit façon soap opéra, associant guerre, amour, drames familiaux, réunissent toutes les générations et grâce aux personnages, tout le monde peut s'identifier. Tellement populaire que de nombreux bébés portent désormais les noms des personnages. Selon NBC News, près de 4500 enfants nés aux USA en 2018 ont été nommés d'après un personnage de la série, les plus donnés étant Arya, Khaleesi, Yara et Lyanna. C'est une nouvelle génération qui arrive après les Dylan, Brenda et Brandon des années 90 de la série Beverly Hills 90-210. La série est d'ailleurs devenue un tel phénomène de société qu'elle est désormais une référence dans la pop culture, au même titre que Star Wars et Star Trek avant elle. Depuis, les aficionados peuvent même apprendre le Dothraki ou le Haut-Valyrien, deux langues créées pour la série par les créateurs de langage David J. Peterson, comme on avait pu le voir avec le Klingon dans Star Trek par exemple. Je sais pas trop à quoi ça va leur servir, mais bon. C'est toujours utile. Sur le Dothraki, CV, c'est vrai. Sur le CV, c'est toujours sympa, tu ne sais pas. Par ailleurs, Game of Thrones est aussi l'objet de cours à l'université, notamment dans les Culture Studies aux États-Unis ou dans un cours à part entière tel que Winter is Coming en Virginie ou l'étude historique de Game of Thrones à Harvard. Ce n'est pas tout. Si Game of Thrones est un excellent point d'entrée pour intéresser les fans sur de nouveaux sujets, la série a aussi infiltré le monde de l'entreprise qui s'inspire de stratégies politiques pour le management, le marketing ou le commerce. En 2016, Tim Phillips et Rebecca Clark ont publié Game of Thrones, les stratégies des 7 royaumes appliquées à la vie professionnelle. En politique, l'ex-président américain Donald Trump avait voulu profiter de la popularité de la série dans ses tweets en reprenant ses codes graphiques et en détournant la devise « Winter is coming » en « Sanctions are coming ». D'ailleurs, ça n'a pas du tout plu à HBO qui a tout de suite répondu dans un communiqué, je les cite « Bien que nous puissions comprendre l'enthousiasme pour Game of Thrones, maintenant que l'ultime saison est diffusée, nous préférons toujours que nos propriétés intellectuelles ne soient pas utilisées à des fins politiques. » Attention Donald Trump à ne pas recommencer. Après tout ce que je vous ai dit, on peut quand même se demander si ça suffit pour faire de Game of Thrones une référence dans l'histoire des séries. Mais est-ce que ça suffit pour faire de Game of Thrones une référence dans l'histoire des séries ? C'est une super question, je trouve. Florian, tu te fais voler ton taf. Merci Elsa. Eh bien, l'universitaire Marie-France Chamba-Houillon nous a répondu en disant que pour elle, elle est déjà une référence et ce ne serait-ce que par le nombre de consécrations qu'a eu la série. Pour conclure, je dirais que c'est tous les éléments de Game of Thrones qui font d'elle une série devenue culte. Que ce soit ses personnages, son univers, son scénario, ses images, sa photographie, tous ces éléments réunis ensemble font d'elle une série qui est complètement à part entière. Bah merci beaucoup. Florian voulait réagir. Oui, parce que ça me fait rire que tu parles de Winter is Coming avec le fait que Trump ait repris cet adage pour le faire sien, parce qu'en fait George R.R. Martin, il parle de ce slogan. Il nous explique qu'il a plusieurs significations. Il y a une petite signification anecdotique qui est que George R.R. Martin, quand il était étudiant à Chicago, il a vécu une année, un hiver très rude et que ça l'a profondément marqué. Ça, c'est la petite signification anecdotique. La grande signification, c'est à rapprocher plus du côté du dérèglement climatique que donc on connaît nous et qui existe aussi dans la série, parce que comme dans notre univers, les univers sont de plus en plus longs au moment où on démarre la série, ils peuvent durer des années, et quand on dit que l'hiver arrive, ça signifie que ça va être dur, qu'on va souffrir. Mais il y a aussi une troisième signification que George R.R. Martin a expliqué et qui a rapproché justement de l'élection de Donald Trump. Il explique que on peut voir ça aussi d'après lui comme une tempête qui s'est abattue sur l'Amérique. Donc ça va pas du tout dans son sens à Trump. C'est pour ça que ça m'a fait assez rire de savoir qu'il avait repris ça à son compte.
Winter is Coming, c'est pour toi, mon gars, avec la perruque orange. Ça lui a un peu échappé, c'est pas surprenant. Voilà. Ce statut, justement, qu'est-ce qui confère à Game of Thrones ce statut de série culte aujourd'hui encore, même alors que la série est terminée, bien qu'on va en parler, il y a un spin-off qui arrive en 2022, mais rien que cette série originale. Alors déjà, j'aimerais juste parler d'un point de vue production, et comme l'avait évoqué Florian, derrière c'est quand même HBO. Il y a un savoir-faire HBO qui est assez fort. HBO, c'est aussi eux qui ont fait Homeland, par exemple. Ils sont assez carrés dans les séries de qualité, on va dire. Après, pour moi, ce qui fait effectivement ce côté culte, c'est que c'était la première série aussi, comme l'a évoqué aussi Florian durant d'autres épisodes, c'est qui n'hésitait pas à tuer ses personnages. Donc du coup, ça fait forcément des effets un peu de waouh auprès des spectateurs. Et après, une fois que le phénomène est lancé, forcément... Moi, je suis d'accord pour ça, effectivement. Et c'est pour ça aussi que je pense que j'aime tant cette série-là. C'est ce courage de tuer des personnages principaux auxquels on s'attache, et c'est ce que manque beaucoup de séries dont aujourd'hui on parlait de Squid Game, et on en a parlé je crois au moment de Squid Game, et c'est un peu le cas. C'est tiens, on se dit on a passé tellement de temps à faire en sorte que les spectateurs s'attachent à tel personnage, on va pas le tuer. C'est justement c'est ce qui fait le succès aussi de Game of Thrones, c'est ce courage là. T'es d'accord, Florian, avec ce constat? Je suis complètement d'accord, pas forcément de tuer, mais c'est le côté inattendu. Il se passe toujours des choses inattendues qu'on ne voit pas venir, sans que ce soit la Casa des Papel, les twists ridicules toutes les 2 secondes. C'est ça, c'est pas du tout ridicule, c'est pas gratuit. On se calme, C'est pas le professeur qui a tout prévu sur 40 ans en avance. Je trouve ça, moi, complètement ridicule. Mais non, la force de cette série, c'est cette nouvelle narration qu'elle a imposée, et qui fait que les séries derrière elle, aussi bonnes soient-elles, comme The Handmaid's Tale, on en a déjà parlé, font qu'on se dit, ok, le personnage principal est immortel, on saura toujours ce qui va se passer à la fin, plus ou moins. C'est dommage, c'est un peu dommage. Game of Thrones a réécrit la façon dont on pouvait raconter une série. Ouais, moi c'est vraiment, je pense, l'une des séries qui me surprend, qui m'a le plus surpris. Alors peut-être que la dernière saison m'a surpris en mal, en partie. on va en parler peut-être avec Florian rapidement, sans spoiler pour les gens qui écoutent cet épisode et qui n'auraient pas vu la dernière saison ou n'auraient pas vu la série. Mais donc je pense qu'effectivement c'est une des recettes. Et justement, si vous deviez retenir une chose de ce phénomène Game of Thrones, pour voir comment est-ce que ça a marqué la culture, est-ce que vous avez des exemples, des idées, Elsa? Monumental. Je pense que c'est vraiment une série qui a mis en scène le monumental, et dans tout ce qui est la mise en scène, mais aussi la direction artistique, c'est-à-dire que tout d'un coup, on a presque du cinéma à la télévision. Oui, c'est ça, ouais. C'est le fait d'avoir proposé une série qui est, c'est ça, oui, qui a cette envergure, cette ambition de cinéma, et ça, c'est en lien d'ailleurs avec les moyens financiers. Évidemment, il y a d'autres séries, j'imagine, qui auraient aimé faire ça, mais qui n'avaient pas ces moyens, Florian. Moi, c'est le fait que ce soit devenu un objet de pop culture où tout le monde a un avis dessus, dans les plus hautes sphères. Barack Obama a demandé à la fin de son mandat à voir en avant-première la saison 6. La seule raison invoquée, c'est qu'il voulait savoir ce qui arrivait à son personnage préféré, Jon Snow, et il a eu le droit. On lui a montré en avant-première. La reine d'Angleterre, elle est venue visiter les décors en 2014. On lui a proposé de s'asseoir sur le trône. Elle a refusé parce que pas contractuellement, mais dans la loi, elle n'a pas le droit de s'asseoir sur un autre trône que le sien. Donc ça, c'est assez rigolo. Mais c'est le fait que ce soit devenu un objet de pop culture à ce point-là, où il se passe quelque chose avec absolument chaque personne de ce monde. Et rapidement, quel est votre personnage préféré, avant qu'on s'intéresse avec Florian à ces dernières saisons, en tout cas à la fin qui a été beaucoup critiquée? Emma. Alors moi, sur les 2 saisons que j'ai vues, j'aime beaucoup le personnage d'Arya. C'est facile, il faut simple. Ah voilà, j'avais bien choisi ta présentation. C'est un peu facile, mais c'est un personnage fort, féminin, et c'est je trouve un des vrais premiers personnages féminins qui soit très fort. On lui enlève cet aspect alors que Sansa est déjà un peu plus sur la passivité. Sansa, oui. Santa Claus. J'ai dit Sansa avec un M. Oui, Sansa. Elsa, Attends, pardon. Arya reste pour moi le personnage et qui est extrêmement bien écrit. Son évolution est incroyable. Oui, c'est exact. Son évolution, t'as vu 2 saisons, mais pour pour avoir tout vu, oui aussi, Elsa. Alors c'est difficile de se baser sur ce premier épisode, mais moi j'avoue être assez fascinée par ce frère et cette sœur qui couchent ensemble. Elsa, ça m'intrigue. J'avais raison, toi c'est Cersei et Jaime Lannister, du coup. Ça m'intrigue. Rien que pour ça, ça m'intrigue. Ouais. D'accord, et Florian? C'est hyper difficile de choisir. Il y en a plein que j'adore. Alors déjà, il y a les méchants
que je déteste, mais j'adore les détester tellement ils sont bien faits. Jeffrey, par exemple, dont je me suis surpris en retravaillant sur la série à me rappeler de ce personnage qui est incroyable, mais qu'on perd relativement, en cours de série, en cours de route. Et d'ailleurs, ça fait un bien fou quand on le perd. Moi, ça m'a, mais vraiment, physiquement, ça m'a fait du bien que ce personnage s'arrête tellement il est horrible, mais horrible. Pareil pour Ramsay Bolton, par exemple, que je trouve affreux dans la bataille des bâtards, justement, avec cette flèche qui tire. Mais ils sont tellement bien faits, ces méchants, que j'aime les détester. Mais vraiment, ils me provoquent une haine viscérale, quoi. Ils me provoquent vraiment un truc. Je peux pas choisir après sur mon personnage préféré. Juste pour parler de Joffrey Lannister et son acteur Jack Gleeson, qu'on avait vu dans Batman Begins, a arrêté la carrière de comédien après Game of Thrones parce qu'il a eu un personnage qui a été tellement, il a rencontré tellement de haine de la part du public de Game of Thrones que ça l'a dépassé. Du coup, il a arrêté, ce qui est assez fou de s'arrêter là. Et il s'est passé la même chose pour deux acteurs. Il y a eu l'acteur de Arturito dans la Casa de Papel qui expliquait que lui, sa carrière s'est pas arrêtée, même s'il fait plus grand chose. Il recevait des centaines de lettres de menaces par jour. C'était assez impressionnant à cause de son rôle. Les gens sont fous. Les gens sont fous. Florian, est-ce qu'on peut parler rapidement de cette fin? Pourquoi est-ce que pour toi la saison 8 a eu cet effet de très décevante? Moi je pense qu'en partie parce que justement la série était tellement réussie et ils ont tellement fait monter la sauce qu'en fait ils n'ont pas réussi à être à la hauteur de cette préparation sur quasiment 6 saisons, parce que la 7 et la 8 pour moi elles vont un peu ensemble, c'est le final quoi, et ils n'ont pas été à la hauteur de ces 6 saisons d'avant qui nous ont préparé à quelque chose de fantastique qui en fait se termine très rapidement. Il y a que 6 épisodes si je dis pas de bêtises sur la dernière saison. Ouais, mais certains un peu plus longs, donc en fait en temps d'antenne entre guillemets c'est à peu près la même chose. Il y a plusieurs choses. Ils ont voulu terminer comme ça et ils ont le droit. Quand je fais un parallèle avec How I Met Your Mother, qui est une de mes séries préférées, la fin est décriée par plein de fans parce qu'ils s'attendaient à autre chose. Après, il y a des gens qui écrivent et qui veulent raconter une histoire. Ils ont voulu raconter ça, ils ont le droit de le faire. Par exemple, à How I Met, moi j'aime bien la fin. Elle me va. Là, sur Game of Thrones, ils ont voulu raconter ça, ils ont le droit. Avec je vais pas spoiler, mais bon, voilà, ils ont le droit. La seule chose qui me gêne, c'est que la fin est un peu cucu, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on est sur une série qui se permet de tuer ses personnages principaux, qui nous surprend à chaque fois, qui a des retournements de situation hyper forts qu'on ne voit vraiment jamais venir. Enfin, pour la plupart, on ne les voit jamais venir. Et là, ça se termine un peu bien. Ou en tout cas, il y a vraiment une résolution facile pour tous les personnages. C'est un peu dommage. Moi, je m'étais fait une fin dans ma tête. Je pensais que... Je me souviens, on en parlait ensemble. Pour moi, il y avait vraiment cette métaphore du dérèglement climatique qui est inéluctable. On ne pourra pas faire autrement que d'apprendre à vivre autrement. J'aurais bien aimé, par exemple, que dernière bataille entre le roi des marcheurs blancs et Jon Snow, ils se tuent l'un l'autre, c'est-à-dire, un coup d'épée partagé dans les deux sens. On tue le roi des marcheurs blancs. Jon Snow va survivre, mais va va être infecté par cette espèce de maladie du marcheur blanc. Il va tituber jusqu'au trône de fer, s'asseoir dessus, et dernière image, j'aurais voulu que Jon Snow relève la tête en étant sur le trône de fer, en ouvrant les yeux, et que ses yeux deviennent blancs. Voilà, ça donne envie. C'est ça moi, que j'aurais voulu vraiment comme envie. fin. Ça n'a pas été... écoutez, vous savez qui est engagé. Non mais voilà, j'aurais voulu ça pour comprendre que oui, on a un peu gagné, mais en même temps ça continuera, il y aura toujours cette menace et continuer de filer la métaphore. J'aurais adoré ça. C'est pas le choix qu'ils ont fait. Le seul truc que je regrette, c'est que ce soit une fin un peu cucu. Ouais, c'est ça. Après, voilà, on vous a pas spoilé, comme ça vous pouvez quand même découvrir ces 8 saisons et on va voir dans un instant si on vous recommande ou pas de regarder Game of Thrones. Mais avant, on va faire, avant le cliffhanger, je vais poser la question à Florian, des séries ou des films, des œuvres en tout cas, qui pourraient nous recommander si vous avez aimé Game of Thrones. Il est donc l'heure des recos de Flo. Alors si vous avez aimé Game of Thrones, il y a plein de séries que je peux vous proposer de regarder, comme les Tudors ou les Borgia, qui sont aussi sur des époques, on va dire, pas forcément médiévales, mais en tout cas plus anciennes. On a aussi Les Rois Maudits, qui est une œuvre française, par exemple, qui a été portée il y a quelques années à l'écran par Philippe Torreton. C'était une œuvre de Maurice Druon. Ça, c'est des choses, si on reste un peu très terre à terre par rapport
à Game of Thrones. Il y a une autre série qui est sortie il y a pas si longtemps sur Netflix pardon, qui s'appelle The Witcher. Elle est basée sur une série de romans de Sapkowski qui était elle-même adaptée de jeux vidéo. Et The Witcher, donc le sorceleur en français, raconte les aventures d'un sorcier qui s'appelle Geralt de Rivia, qui est dédié à la chasse aux monstres mutants dans un monde plein de fantasy. C'est une très bonne série de Netflix et qui est inspirée de ce phénomène Game of Thrones. On peut aussi citer Vikings, qui a été créé par un expert en série qui s'appelle Michael Hirst. C'est vraiment une alternative, on va dire, brutale à Game of Thrones qui nous met en lien direct avec les luttes de pouvoir et la violence des tribus vikings il y a 1000 ans. Donc ça aussi, on va retrouver cet esprit qu'on peut aimer dans Game of Thrones. Et enfin, je vais vous parler d'une dernière série qui est un petit peu plus loin de Game of Thrones, mais vous allez pouvoir voir le parallèle. Ça s'appelle Star Trek Discovery. Alors là, c'est simplement pour ceux qui veulent profiter de la partie la plus aventureuse de Game of Thrones. On est assez loin des mondes médiévaux avec Star Trek Discovery, mais en étant avec eux dans l'Enterprise, on va découvrir d'autres planètes, d'autres civilisations, d'autres formes de vie, et ça peut nous faire penser en quelque sorte à l'esprit conquérant qu'avait Khaleesi au début de la saison. Donc voilà, il y a plein de choses. Si vous aimez Game of Thrones, il y a évidemment sur Amazon Prime la série qui va sortir adaptée du Seigneur des Anneaux, Lord of the Rings. Et évidemment, ce qui est un des événements les plus attendus, c'est la série spin-off qui s'appelle House of the Dragon, qui va commencer, il me semble, l'an prochain, en 2022, tout à fait, il n'y a pas de date précise voilà, encore. Mais... notamment avec Matt Smith, qu'on a pu voir dans The Crown, qui jouait dans Doctor Who aussi. Dans Doctor Who, qui a été un des docteurs, et qui jouait dans The Crown le prince Philippe, qui va être centré sur la maison Targaryen. C'est un préquel qui se passe vraiment longtemps avant les événements qu'on a pu voir dans Game of Thrones. Donc voilà, vous avez plein de choses si vous voulez vous approcher plus ou moins de l'univers de Game of Thrones. Et ça donne très envie. En tout cas, il y a la bande-annonce qui est sortie et ça a l'air assez prometteur. Et j'en profite aussi pour dire qu'il y a une autre série qui vivra sa fin, qui s'appelle His Dark Materials, à la croisée des mondes. C'est l'adaptation en série d'À la croisée des mondes qui est arrivée peu après la fin de Game of Thrones, et qui était considéré comme justement un peu un des héritiers. Est-ce que c'était à la hauteur des attentes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la série, moi, je peux vous la recommander parce qu'elle est assez réussie. Et pareil, ça, c'est une métaphore, mais c'était déjà dans le livre. Cette qualité-là ne vient pas de la série, mais une métaphore de notre monde par le prisme d'un monde très différent avec plusieurs dimensions, tout ça, mais qui est très réussi et qui fonctionne bien. Il y avait eu un film aussi, mais qui, pour le coup, avait plutôt, je crois que les fans du livre avaient trouvé que ça trahissait l'œuvre de c'est Philip Pullman, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà. Après toutes ces recommandations, vous le savez, il est l'heure du cliffhanger. Faut-il, oui ou non, regarder Game of Thrones? Emma, faut-il oui ou non regarder Game of Thrones? Si je ne me base que de mon point de vue du premier épisode, c'est un oui. Parce que le premier épisode donne quand même envie de regarder la suite. Voilà. Si je me base de ce que j'ai vu des 2 saisons il y a quelques années, j'ai pas envie. Sincèrement, ça me donne... J'ai envie de redonner une chance à cette série, mais en même temps, j'ai pas de temps à donner à cette série non plus. Donc, je sais pas. Je dirais non. D'accord. Point d'interrogation. Emma ne recommande pas Game of Thrones. Très bien, Elsa. Non, mais moi, je suis comme Emma. Je suis très, très, très mitigée, partagée. Parce qu'en gros, d'un point de vue objectif, c'est une série qui est mise en scène extrêmement bien. Les scénarios, effectivement, dès le premier épisode, on voit tout de suite une patte d'écriture assez incroyable. Mais moi, personnellement, j'aime pas la fantasy, j'aime pas ce genre de choses. Donc, je pense que vous regardez le premier épisode pour vous faire une culture générale, mais après, allez boire un café, genre. Oh là là, Elsa, ça critique. Et Florian? Bah pour moi, ça va être une alerte coup de cœur. Hein. Oh là! Je t'aime une fois, je t'aime 2 fois, je t'aime plus que le riz et les petits pois. Alors on oublie la fin de la saison 8, on oublie la saison 1 et on garde ce qui est au milieu, c'est-à-dire une des séries les mieux racontées de toute l'histoire de la télévision, avec, comme je n'ai pas arrêté de le dire, des rebondissements à tous les niveaux. Et je comprends complètement Elsa quand elle dit qu'elle aime pas le genre de l'heroic fantasy médiévale avec les épées, les capes et tout, machin, qui est peut-être un tout petit peu un truc de garçon sans vouloir être, tu vois, un peu misogyne ou quoi que ce soit. Non, ni sexiste, mais je peux comprendre que ça n'attire pas tous les publics. En revanche,
j'aimerais te conseiller d'essayer de regarder quand même, ne serait-ce que pour voir d'un point de vue de narration à quel point cette série a renouvelé le genre et à quel point tout ce qui passe après souffre de la comparaison avec Game of Thrones, et notamment, je le redis, d'aller au moins jusqu'à cet épisode 9 de la saison 3 qui est absolument incroyable et qui a d'ailleurs, je reviens sur ce truc de pop culture, il y a plein de gens qui se sont filmés en train de regarder cet épisode et ça a fleuri un peu sur internet, sur YouTube et tout, des vidéos incroyables de gens qui ont des réactions insensées parce que cet épisode est insensé. Il faut le voir pour une culture générale. Et on se retrouve dans 6 mois pour en parler. On fera sûrement The House of Dragons, donc ce sera l'occasion de reparler de cette série-là. Et moi, je rejoins ce que dit Florian, et surtout pour toi, Elsa, parce que moi non plus, je suis pas un grand fan de cet univers-là, naturellement. Et pourtant, quand on se force à arriver à l'épisode 9 de Game of Thrones, ça devient une série qui est quand même brillante, malgré, je suis d'accord, une fin un peu décevante, mais le chemin pour arriver jusque-là est tout à fait splendide et intelligemment écrit, intelligemment mis en scène. C'est pourquoi je mets aussi une alerte coup de cœur. Tu resteras le plus grand amour de ma vie. Mais je pense qu'effectivement, ce qu'a dit Florian, j'ai pas grand chose à rajouter, mais toute série souffre de comparaison avec Game of Thrones parce qu'il y a une intelligence d'écriture, une intelligence de mise en scène. C'est quand même une série, mais effectivement, qui a mis du cinéma, qui a amené de l'art dans les séries. Il y en avait déjà, mais là, je trouve qu'on a passé un niveau supplémentaire et on ne peut que s'incliner devant Game of Thrones. Donc voilà, bon, vous saurez, vous allez pouvoir, vous qui nous écoutez, choisir votre team. Est-ce que vous êtes plutôt comme Florian et moi qui avons tout vu, donc peut-être qu'on a un petit avantage sur Emma et Elsa qui sont plutôt contre. Choisissez votre team, vous pouvez nous dire ça sur les réseaux sociaux avec @la série sur le gâteau tout attaché, mais restez avec nous car tout de suite il est l'heure de se challenger. I accept that challenge. Challenge accepted. Est-ce que vous acceptez ce challenge qui aujourd'hui exceptionnellement n'est pas un blind test, mais un nouveau jeu un peu spécial. Je vais vous dire des répliques et vous allez devoir me dire si c'est une réplique de Game of Thrones ou d'autre chose. Va falloir choisir. Vous avez un point si vous avez la bonne réponse. Chacun répond à son tour, hein, et ensuite je dis la réponse. Et attention, deuxième point si vous trouvez si c'est pas du coup de Game of Thrones, mais de quelle œuvre est-ce que ça peut venir cette réplique-là, vous aurez 2 points, mais ce sera pas toujours évident. On commence avec le premier. Faire la guerre est plus simple que d'élever ses filles. Est-ce que c'est Game of Thrones ou est-ce que c'est autre chose selon vous? Emma, vas-y. Attends, tout le monde dit? Oui, chacun à son tour. Quand vous avez Emma. Pour moi, c'est Game of Thrones. Oui. Moi aussi. Ouais, toi aussi. Moi, je vais dire non. Non pour toi, Elsa. Ok, ce serait quoi? Bon, si t'as pas d'idée, tu dis rien. C'est pour avoir... Ça me paraît plus être cinéma. Voilà, c'est ce que j'avais demandé. Si c'est pas ça, c'est une série forcément. Non, c'est un film. Ça peut être du cinéma. C'est des films. Là, ça remet tout en question. Vas-y, oui, j'ai pas précisé. Alors, est-ce que tu veux changer d'avis ou pas? Tu peux me redire la phrase, s'il te plaît? Faire la guerre est plus simple que d'élever ses filles. Oui, c'est pas forcément. Que d'élever ses filles. Ses filles. Je crois que je change d'avis, je dis alors, que c'est pas ça. Et je dirais que c'est les filles du Dr March. Les filles du Dr March, très bien. Je pensais à ça aussi, ouais. Eh ben, Elsa, tu vas pas lui piquer sa réponse. Non, c'était bien Game of Thrones. Bien joué, Florian, qui remporte 1 point. Il parle de ses filles à Winterfell. C'est Ned Stark, tout à fait, qui dit ça. 1 premier point pour Florian. On y va ensuite avec l'argent et les femmes, les 2 raisons pour lesquelles on fait le plus d'erreurs dans la vie. Est-ce que c'est Game of Thrones ou est-ce que c'est autre chose? Moi, je vais dire oui. Tu dis Game of Thrones? Ouais. J'ai un petit doute, ça pourrait être Game of Thrones, ça pourrait être Tyrone. Et si c'est pas ça, ça pourrait être peut-être un loup de Wall Street. Du coup, il faut choisir, Florian. Sinon, ça va durer longtemps. Je vais dire que c'est pas Game of Thrones. Pour toi, c'est pas ça. Pour toi, c'est ça, Elsa. Pour toi, Emma. Allez, ouais, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas. Et ce serait quoi? Est-ce que vous avez une idée ou pas? Moi, je vais dire loup de Wall Street, mais c'est pas ça. Je vais dire Mad Men. Très bien. Eh bien, c'est pas ça, Elsa. 0 point. C'est pas Game of Thrones. Ah merde. C'est autre chose, mais vous avez pas eu. C'est Slumdog Millionnaire. Slumdog Millionnaire. Donc, ça fait 1 point pour Emma, 2 points pour Florian, 0 pour Elsa. On continue avec le gros poisson mange le petit poisson, et je continue de barboter au milieu.
Voilà. Je Est-ce vais que dire ça- non, et je vais dire que c'est Big Fish. Très bien. C'est Elsa. facile ça. Non, moi je vais dire que c'est ça. Ouais, Pour moi je toi, vais dire que c'est Game of Thrones aussi. Ok, et bien c'est bien Game of Thrones. Oh, ça n'y arrive suffit, pas. là. 2 points pour Emma, 3 points pour Florian, 0 pour Elsa. C'est bien ça, c'est Lord Varys qui dit ça. On continue avec toute ma vie, des hommes comme toi se sont moqués de moi et toute ma vie j'ai fait mordre la poussière à des hommes comme toi. Est-ce que c'est Game of Thrones, oui ou non? Je vais dire non, je vais dire que c'est Kill Bill. Kill Bill. Moi je dis que c'est oui. Et Oui. je pense que c'est Tyrone qui dit ça. Tu penses que c'est Tyrone? Et vas-y. Ouais, je pense aussi que c'est Game of Thrones. mais peut-être pas Tyrone. Eh bien, c'est bien Game of Oh Thrones. J'ai pas le nom, ça, par contre, du personnage, mais non, je crois que c'est une femme qui dit ça. Je crois pas que ce soit un homme. J'ai un doute. Je m'en vais. Avec Elsa, vraiment, c'est un échec constant. 3 points pour Emma, 4 points pour Florian, 0 pour Elsa. On continue avec une mort certaine, une faible chance de succès, mais qu'attendons-nous? Une C'est mort pas. certaine, une faible chose. Allez-y, répondez. Pour moi, c'est pas Game of Thrones. C'est pas Game of Thrones, Florian. Si je suis un peu stratège par rapport à la façon dont tu as construit le questionnaire, je dirais que ce n'est pas Game of Thrones, que tu as fait 1 sur 2 ou un truc comme ça. Mais j'ai quand même envie de dire que c'est Game of Thrones et que ça pourrait être encore une fois Tyrone avec son ironie. Alors, 1 sur 2, je précise que les 2 précédents étaient Game of Thrones. Mais est-ce que j'aurais fait 3 d'affilée Game of Peut-être. Thrones? Je vais dire Game Ou of est-ce que Thrones. j'ai. Tu dis ça? Moi, à tout hasard, je vais dire que Game of Thrones. Donc attends, on a 2 Game of Thrones. Et toi, t'as dit non. Et ce serait C'est quoi? ça. T'as une idée ou pas? Tu peux répéter la phrase s'il te plaît? J'ai la phrase, c'est donc une mort certaine, une faible chance de succès, mais qu'attendons-nous? Bon, faut aller vite, hein, si t'as une idée tout Non, de suite. franchement, j'ai pas d'idée. Tu n'as pas? Eh ben non, c'est Emma qui a raison, c'est pas Game of Thrones, c'est le Seigneur des Anneaux, le retour du C'était sûr, roi. ouais, putain, je l'avais. C'était ça. Donc ça fait 4 points à Emma qui rattrape Florian à 4, Elsa qui est toujours à 0. Elsa, elle a une constante. C'est ça. On continue avec, comme dit le proverbe, quitte à être pendu, mieux vaut que ce soit pour avoir volé un dragon plutôt qu'un mouton. Vas-y. Ah putain, enfin, le piège y est parce que ça Il y a paraît peut-être. super facile de dire bah forcément c'est Game of Thrones. Ah, il y a le mot dragon, mais du Ouais. coup, est-ce que c'est ça ou pas? Moi, Il je faut vais dire choisir. non, et je vais dire que c'est Pirates des Caraïbes. Très bien. Il n'y a pas de dragon dans Pirates des Caraïbes. C'est ce que je me dis. Ouais, mais je sais pas, ça peut être marrant. Moi je vais dire que c'est pas ça non plus, c'est pas Game of Thrones. Pour toi, c'est pas ça, t'as une idée ou pas? Là tout de suite non. Vas-y, Emma. Pour moi, je sais pas, je suis perturbée. Non, vas-y, c'est Game of Thrones pour moi. Justement, je pense que t'as voulu y mettre un piège, mais c'est Game of Thrones. Non, ce n'est pas Game of Thrones, yes. c'est Harry Potter 5 dans le livre, je crois. Par contre, je suis pas sûr qu'elle soit dite dans le film, mais c'est bien ça. Florian reprend sa place. 5 points, si je dis pas de bêtises. 5 pour Florian, 4 pour 0 Emma. pour Florian. Elsa, J'ai un. attends un point. Tu viens d'avoir un point, c'est bien. On y va pour l'avant-dernier. Tu veux une pute, achète-la. Tu veux une reine, tu dois la gagner. Game of Thrones ou pas Game of Thrones? Game of Thrones. Ouais, pour toi, oui. Game Florian. of Thrones. Je Je vais- dirais que c'est Cersei qui dit Ouais. ça. Ouais. Ok. Moi, je veux dire non, j'aime bien aller à contre-courant. Et ce J'aime serait bien quoi? perdre. Et Une je sais idée pas, ces histoires de putes là. Elsa, la plus de... Je sais Bon, t'as pas j'ai d'idée, très bien. Et bah non, Elsa, tu te trompes Oh. encore une fois, ils ont bien raison, c'est Cersei qui dit ça dans Game of Thrones. On est à 5 pour Emma, 6 pour Florian, 1 pour Elsa. On y va pour le dernier. Quand on vient dans le Nord, on braie 2 fois, quand on arrive et quand on repart. Quand on vient dans le Nord, on braie 2 fois, quand on arrive et quand on repart. C'est pas Game of Thrones. C'est pas ça, t'as une idée? Bienvenue chez les ch'tis. Bienvenue chez les Non, mais Ch'tis. franchement, c'est. Tu sais que je pense à une connerie comme ça Même, aussi. hein. même réponse que Emma, c'est Ouais, pas je- Game of Thrones, c'est Bienvenue chez les Ch'tis. Ouais, je pense que je vais dire comme. Ah bah aussi. c'est ça, oui, Ouais. bah, quand on c'était bien ça, on Tu braie peux- 2 fois quand on arrive et quand on repart. Ça alors ça fait quoi le classement final? C'est alors oui, je sais pas, oui, je te le compte parce que tu l'as dit en premier, les autres vous avez suivi, merci. donc ça fait une égalité à 7 points je crois. Ah mais Entre- si j'avais parlé en premier, j'aurais eu le point. Oui. pour le film, hein, parce que bah oui, c'est ça. Donc 7 points, bon, vous arrivez à égalité. D'accord, Elsa, d'accord. bon, t'es derrière parce J'ai que 2. t'es arrivé très loin, c'est bien joué. Voilà, bah c'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous d'avoir participé. Merci à nos serial killers. Merci à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions. Vous n'hésitez pas donc à nous donner votre avis sur Instagram avec @la série sur le gâteau tout attaché, où en plus il y a plein de contenus exclusifs pour tout savoir des séries et de Game of Thrones. Merci d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve très vite avec une nouvelle série, de nouvelles infos, de nouveaux jeux. Et ça, c'est la série sur le gâteau.